Choisir son premier Pokémon, faire ses premiers combats, battre son rival sont autant d'éléments qui composent les premiers frissons de tous les débuts de jeu de la licence Pokémon. Une fois ces premiers mécanismes maîtrisés, il est temps de rentrer dans la cour des grands et d'aller se battre contre des champions d'arène. Bonjour mes chers petits fouinards et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'inspiration en voyage consacré à la région de Johto. Et là on va rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir qu'on va partir visiter la ville de Mauville. Et oui, j'ai un petit peu la voix cassée, je suis désolée pour le reste de la vidéo, vous me verrez face cam, voilà. J'ai attrapé froid il y a genre 2 jours. En faisant des recherches, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de consensus pour la localisation de cette ville dans la vraie vie. Mais majoritairement, ce qui ressortait, c'était que le design de Mauville était inspiré de 2 villes, Nagoya et Nara. Alors pour ça, j'ai un avis bien tranché sur la question et pour moi il est clair et net que Nagoya n'a jamais inspiré la création de cette ville. Et pour vous le prouver, quoi de mieux que de partir directement sur le terrain pour le vérifier. Pour moi, Nagoya, ça ne peut pas être cette ville, ce n'est pas possible. Regardez-moi tous ces buildings, c'est beaucoup trop buildiguesque pour pouvoir être cette petite ville toute mignonne de campagne. Alors oui, buildigueste ça n'existe pas comme mot, mais ce que je voulais dire par là c'était que Nagoya a vraiment un vibe de grande ville remplie de buildings. Et même si par sa superficie et son nombre d'habitants, elle se démarque au Japon, cela ne veut pas forcément dire qu'elle a servi d'inspiration à Game Freak. Donc voilà, je vais pas tourner autour du pot 107 ans, pour moi il faut vraiment s'écarter de la piste Nagoya pour aller plutôt fouiller vers une autre ville, la ville de Nara. La première étape dans mon travail de recherche est de regarder la carte de Johto afin dans un premier temps d'étudier la localisation de Mauville pour ensuite la comparer à sa localisation potentielle dans la vraie vie. Et on peut constater que celle-ci se trouve un petit peu en dessous du lac Colère et dans les terres sans aucun contact avec la mer. Et clairement, c'est un argument en plus pour écarter Nagoya vu qu'il est très loin du lac Biwa, qui est le lac Colère dans la réalité, et que Nagoya est aussi complètement en contact avec la mer. Là, clairement, c'est visible. Et encore une fois, ce n'est pas le cas dans le jeu. Et enfin, quand on fait le travail inverse pour Nara, eh bien, on se rend compte que celle-ci remplit tous les critères de localisation pour la ville de Mauville. Et maintenant, vous connaissez la chanson. Maintenant qu'on sait qu'il faut se baser sur la ville de Nara, maintenant, on va regarder tous les détails de la ville de Mauville et voir qu'est-ce qui correspond à quoi dans la réalité. Mais avant ça, il faut quand même que je vous parle de mon voyage à Nara et dans sa région. Car oui, j'ai fait 2 voyages là-bas. Il y en a un que j'ai fait à vélo depuis Kyoto et c'était horrible, le vent soufflait de face, on a crevé une fois, c'était infernal, mais heureusement il y a un gentil petit vieux qui nous a réparé notre petit vélo gratuitement et parfaitement. Donc heureusement ça c'était vraiment la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle c'était qu'après ça, il a fait tout le temps beau. Et la seconde fois, eh bien j'y suis allée en vélo encore une fois, mais cette fois-ci depuis Osaka, et là c'était plus du tout l'été. Donc il y aura un petit peu 2 salles de ambiance dans cette vidéo, d'un côté 35 degrés et de l'autre plutôt une moyenne de 10-15 on va dire. Cet aparté est donc terminé et on peut donc revenir là où on en était, à savoir faire la liste des différents endroits notables de Mauville. Le premier bâtiment qui se démarque du reste ici est la tour Chétiflore, qui est en fait inspirée de l'architecture des pagodes japonaises. Leur construction est liée à la religion bouddhiste pratiquée au Japon. Et soyez prêts parce que vous allez voir que je vais m'étendre un long moment sur les détails de cette tour. Dans celle-ci, les dresseurs que vous allez devoir affronter sont bien évidemment armés de Chétiflore, ce qui est logique vu le nom de la tour. Mais ce sont surtout des moines. Des moines ou des sages, comme ils sont appelés dans le jeu, sont répartis sur 3 étages. Et ce nombre d'étages est important car ils respectent les méthodes constructives des pagodes en bois, précisant que celles-ci doivent avoir un nombre impair d'étages. Le choix de représenter une pagode dans le jeu vient du fait qu'à Nara se trouve la plus ancienne pagode en bois à 3 étages du Japon, dans le temple Hokiji, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, que j'ai visité avec mes frères pendant l'été. Une abomination de la planète Terre. Non, c'est abominable. Je vais rattacher mes cheveux. Ils sont tellement mouillés. De sueur. Oh non, mais c'est trop moche, je peux pas faire un face cam comme ça. C'est abusé. Comment je suis laide. Oh, c'est affreux. Pour ce qui est du ou des lacs qui bordent la tour, eh bien cela pourrait être une référence au lac présent dans le centre de Nara et qui offre une sublime vue de la pagode du Kokufukuji notamment. Donc vous l'avez compris, cette tour Chétiflore, c'est un bâtiment qui est important dans la ville de Mauville, c'était donc un bâtiment qui était important à mettre en lumière dans cette vidéo, mais il n'y a pas que l'aspect extérieur de la tour qui est intéressant, il y a aussi l'intérieur, et ça je l'ai compris grâce à une interview qu'on peut trouver sur la chaîne de Mr Fox, et c'est une interview
de Julien Bardakov, qui est un traducteur qui a travaillé sur les premières et les deuxièmes générations de Pokémon. Et du coup, je vous mets l'extrait de l'interview en question qui m'a intéressé. Mais si jamais vous trouverez le lien de l'interview en entière dans la description, vous y apprendrez notamment la véritable prononciation du nom de ce Pokémon. Voilà. Parce que spoiler, non, ce n'est pas Roucoups. Vous voyez, quand il y a les régions Kanto, Johto, tous ces trucs comme ça, il y a un moment sur la carte du jeu, une tour ou une grotte. Et ça, c'est comme dans la vraie vie au Japon. C'est parce qu'il y a une tour qui est comme ça. Alors, il y a toute une mystique sur une tour qui n'y aurait pas un seul clou. Ça, c'est dans le Kansai, parce que contre les tremblements de terre, il y a une sorte d'énorme poutre centrale qui fait un contrebalancier pour toute la structure. Et il n'y a pas de clou, donc ça veut dire que quand bien même il y aurait des tremblements de terre, cette tour, qui est une tour Shinto, peut-être je dis n'importe quoi, quelqu'un va sûrement m'écrire quelque chose dans un commentaire comme quoi je dis n'importe quoi, mais ce que je me souviens, dans Pokémon, on parle de cette tour, dans une des régions. Donc il fallait garder leur nom ou trouver une sorte d'équivalent poétique parce qu'il y a toujours ce lien avec la nature et avec la culture japonaise. Hormis le fait qu'il se trompe en disant que les développeurs ont fait référence à un temple Shinto, ce qu'il dit là est vrai. Les pagodes au Japon sont construites autour de la méthode du Shinbashira, qui signifie poteau central. Ce poteau est en fait fait d'une seule grume d'arbre et le temple est construit autour. C'est seulement par un jeu d'assemblage et de chevilles de bois que ces édifices tiennent debout. Il n'y a pas un seul clou qui est utilisé. Cette technique permet en fait de donner une forte résistance au bâtiment face aux tremblements de terre. Pour résumer, le bâtiment va se tordre au lieu de rompre. C'est donc pour illustrer ça que la tour Chétiflore a son poteau central qui se dandine, comme le corps de ce Pokémon ou comme le poteau central lors d'un tremblement de terre. Si vous allez à Nara, vous allez vite vous apercevoir que les temples bouddhistes sont très présents dans la région et c'est normal, il y a une raison historique pour ça. Cette ville a été la première capitale fixe du Japon pendant une période très courte, entre 1710 et 1784. Et pendant cette période, le pays va notamment créer 6 écoles bouddhistes dans la capitale de Nara et elles seront appelées les 6 écoles de la capitale du Sud. Donc avec les détails que je viens de vous donner, vous comprenez aisément que c'était normal d'avoir une pagode dans la ville de Mauville, mais vous pouvez aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une école Pokémon. Parce que oui, cette école fait bien évidemment référence aux écoles bouddhistes qui sont nées à Nara. Et donc on comprend facilement avec tous ces éléments que cette ville de Nara ou de Mauville est une ville au parfum de nostalgie dont les paysages sont chargés d'histoire. Ce sentiment de nostalgie est aussi marqué par l'apparition d'un nouveau type d'habitation que j'appellerais les maisons traditionnelles. D'extérieur, on comprend qu'elles sont en bois, et quand on y pénètre, on y voit plusieurs éléments typiques des maisons traditionnelles japonaises. À savoir qu'il faut retirer ses chaussures avant d'entrer, qu'il y a présence d'une table basse, de coussins pour s'asseoir, mais surtout qu'il y a aussi un autel pour la mémoire des défunts de la famille. Et là, depuis le début de la vidéo, je vous liste tous ces détails que j'ai remarqués comme ça, comme si c'était hyper facile, comme si juste j'avais joué au jeu, j'y avais pensé et j'étais en mode mais bien sûr c'est évident, attendez, Mauville c'est forcément Nara, voyons, pourquoi les gens disent que c'est Nagoya? Alors que pas du tout, j'ai vraiment fait des recherches et surtout en fait je me suis rendu compte à quel point, mais quand j'étais petite, mais en fait j'avais rien compris, je comprenais même pas que ces maisons en fait ça avait un lien avec les maisons japonaises. Et vous savez quoi, j'ai encore plein d'autres détails à vous livrer sur Mauville parce que voilà, maintenant que je le sais, j'ai envie de le partager avec vous et pas que vous soyez comme un con comme moi quand j'étais petite, voilà, quand j'ai joué à Pokémon Or pour la première fois et que je suis arrivée dans la tour Chétiflore, très clairement le poteau central qui bougeait, pour moi c'était genre une machine à coudre. Je sais pas pourquoi je pensais ça, genre un métier à tisser, j'avais l'impression que c'était ça et qu'il y en avait à chaque étage. Ne me demandez pas, hein, c'est comme aussi je ne savais pas lire, du coup la première fois que j'ai joué à Pokémon, enfin je ne savais pas lire, disons que je savais lire à peu près, je devinais à peu près les mots, mais du coup la première fois que j'ai joué à Pokémon, j'ai pas du tout lu le livret, cette phrase était dure à dire, et j'ai simplement allumé ma console, j'ai joué, et après bah je l'ai éteinte, puis je l'ai rallumée, puis je me suis dit tiens c'est bizarre, je refais exactement la même chose. J'ai dû faire ça 10 fois jusqu'à ce que je dise à mon père, mais c'est chelou quand même, je comprends pas trop le principe de Pokémon, pourquoi ça recommence tout le temps? Et du coup lui s'est dit attends je vais lire le livret et je t'explique après. C'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait sauvegarder un jeu pour pouvoir continuer toujours son aventure. Voilà. Qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus. Revenons à la vidéo, là où on en était. Je suis désolée pour cet aparté, voilà. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire, donc je suis obligée de raccorder ça au montage. Et donc là, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'était qu'il y avait d'autres choses à voir dans la région un peu autour de Mauville. Pour ça, il faut regarder les routes environnantes à Nara, notamment les routes 36 et 37, qui permettent dans les hautes herbes de capturer des cerfs-rousses. Et là, cerfs-rousses, Nara, ça doit faire une petite connexion directe dans votre cerveau, car oui, à Nara, il y a bien des cerfs absolument partout dans le centre.
Ça fait un de ces bruits. Et c'est d'ailleurs un fait qui est assez connu qu'avant ces cerfs avaient un statut divin. Quand tuer un était passible de peine de mort ou qu'il fallait par exemple s'incliner à leur passage. Mais désormais, rassurez-vous, si jamais vous allez là-bas, ils sont simplement protégés en tant que trésor national et ce sont juste devenus des grosses attractions touristiques. D'ailleurs, en vous parlant d'attractions touristiques, j'avoue que j'ai un petit peu envie de digresser et d'arrêter de vous parler de Pokémon juste quelques instants, histoire de me concentrer sur un festival que j'ai eu la chance de voir avec mes frères. Il se tenait en été et tous les soirs, pendant une semaine, des milliers de bougies étaient allumées par des bénévoles. C'était vraiment magnifique. Se balader dans les rues de nuit, dans la chaleur de l'été, dans un décor pareil, c'était vraiment magique. Et je vous invite vraiment à aller visiter Nara, mais aussi à aller visiter les extérieurs, donc un petit peu toute la préfecture de Nara qui regorge d'endroits magnifiques ou d'endroits historiques. C'est notamment le cas du sud de la ville où l'on peut trouver des tas de tombes de personnalités importantes de l'histoire japonaise. Et j'ai notamment été y faire un tour. Ma journée d'aujourd'hui c'était vélo, marcher pour aller voir des trucs. Et vous vous en doutez, si jamais j'ai pris la peine d'aller là-bas et de vous en parler en vidéo, c'est que ça a bien sûr un lien avec Pokémon. Je suis donc devant l'un d'eux, enfin là c'est le plan, c'est pour que vous voyez un petit peu vu de haut ce que ça représente. Mais voilà, c'était un espèce d'endroit où il me semble, si j'ai bien fait mes recherches, mais la voix off me corrigera si c'est pas le cas. En gros c'est là où il y a des gens très importants qui sont enterrés. Et si vous vous baladez, il y en a à peu près partout. Mais j'avoue que je ne vais pas tous vous les montrer parce que je suis extrêmement fatiguée et que je n'ai pas envie de m'arrêter toutes les 5 secondes en vélo pour pouvoir vous les montrer. Mais sachez que vraiment dans cet endroit là, en fait, il y en a, ça grouille de partout. Et donc oui, ces tombes ont inspiré la création des ruines Alpha situées entre les routes 32 et 36. Et il y a un petit fun fact intéressant, c'est que ces ruines avant la libération des Arbis sont décrites dans le jeu comme étant un site touristique, exactement comme les tombes dans la vraie vie. Donc potentiellement, ces ruines alpha ont un rapport avec les Kofun ou toute autre sépulture de la région qui sont présentes en grand nombre et sous beaucoup de formes différentes. Alors là, je vous ai exposé à peu près tous les lieux dans Mauville qui sont notables, tous les détails que j'ai pu remarquer et tout. Mais il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est pourquoi est-ce que le champion d'arène de Mauville, qui s'appelle donc Albert, pourquoi est-ce que lui, il est spécialiste du type vol. Et pour ça, bon, alors je vais pas vous l'expliquer tout de suite. Pour ça, en fait, il faut partir d'abord, aller visiter la ville d'Écorcia pour ensuite que ça soit plus facile de faire le lien. Bon, je sais, là ce que je vous explique ce n'est pas très clair. Du coup, on va aller à Écorcia et vous allez voir un petit peu après dans la vidéo, on va reparler de ce moment. Donc regardez ça en tête. Et c'est parti, on va à Écorcia. Là encore, on va s'attaquer à un gros morceau, parce que pour cette ville, j'ai vraiment dû me donner à fond, car je suis partie dans la préfecture de Wakayama, qui est la préfecture qui a inspiré la ville d'Écorcia. Et oui, j'ai bien dit préfecture, car ici c'est pas sur une ville qu'on va se concentrer dans la réalité, mais sur toute une partie de l'île de Honshu, qui a une histoire bien particulière. En effet, la préfecture de Wakayama, ce n'est pas n'importe quelle préfecture. Et évidemment, moi, pour partir là-bas, je me suis dit, quoi de mieux que de partir avec 18, à peu près 20 kilos sur le dos, yes, une fille que je ne connais pas, et des chaussures qui, heureusement, ne me font pas d'ampoule. Ça, c'était le seul bon move que j'ai fait. Pour arriver dans cette région, nous avons fait du stop à partir de la ville d'Osaka. Et d'ailleurs, j'ai réalisé un de mes objectifs de vie, c'est-à-dire faire du stop dans un camion. J'étais vraiment trop contente. The truck is so huge. On est donc parti de Osaka et on est arrivé à Tanabe pour pouvoir prendre un bus et arriver au début de notre grande aventure. Ce qui m'a le plus surprise en arrivant dans cette préfecture, c'était l'importance de la forêt. C'est un secteur qui est extrêmement boisé et celles-ci sont protégées, conservées, mais néanmoins exploitées. La foresterie y est donc un secteur important et il est logique donc d'avoir mis ça en avant dans la ville d'Écorcia avec la présence du charbonnier et de son ken artichaut coupeur de bois. La présence d'une autre maison est remarquable à Écorcia et c'est celle de Fragas qui est capable à partir de noix agrumes de fabriquer des Pokéballs. En effet, le nom japonais et anglais de ces noix agrumes est en fait une référence aux glands des chênes qui sont donc des arbres très appréciés pour la fabrication de meubles. Donc là encore, on a un petit rappel à la forêt et aux arbres, même si en français, bien évidemment, on a plutôt choisi de faire un lien avec les agrumes plutôt qu'avec les glands parce que vous vous en doutez que le mot gland, ça peut parfois prêter à confusion. Ensuite, ce qui n'est pas étonnant non plus dans cette région recouverte de forêt est que le champion d'arène d'Écorcia soit un spécialiste du type insecte, et qu'à gauche de la ville, après avoir emprunté la sortie, on
on se retrouve bien évidemment et logiquement dans une forêt appelée le bois aux chênes. Et justement, il faut que je vous parle des insectes, il faut que je vous parle des noix agrumes, il faut que je vous parle de la forêt, mais avant toute chose, il faut quand même que je vous explique pourquoi est-ce que je suis allée dans cette préfecture de Wakayama, parce que c'est vrai que là pour l'instant, vous en avez aucune idée. Eh bien, je vais vous le dire les petits amis, c'était parce que je voulais faire un pèlerinage, et ce pèlerinage s'appelle le pèlerinage du Kumano Kodo. Le Kumano Kodo est donc le nom du pèlerinage de la préfecture de Wakayama. Il est extrêmement célèbre et c'est depuis le 6e siècle que celui-ci est rattaché aux religions bouddhistes et shintoïstes. Pour réaliser ce pèlerinage, il y a de nombreuses routes possibles, avec des difficultés évidemment qui diffèrent en fonction des chemins choisis. Et personnellement, avec ma pote allemande, nous avons choisi cette route. Nous avons donc préparé notre sac, mis nos chaussures de marche et nous sommes partis déterminés pour vivre cette aventure à fond. Quelle meilleure sensation que de se réveiller au milieu des bois. Voilà, c'est la première journée de vraie marche parce qu'hier on est juste arrivé, on a marché genre 1 heure, on a campé et là maintenant après mon petit déjeuner qui n'était pas forcément délicieux ni fantastique, mais bon c'était un petit déjeuner voilà de camping. Et ben là on va se mettre en route pour avancer sur la voie et je sais pas, on a prévu entre 4 et 6 jours pour faire cette marche donc on va voir ce que ça va donner. Bon, faut quand même que je vous avoue, je suis un petit peu partie à l'arrache. J'étais pas du tout préparée pour ce pèlerinage, j'avais à peine vérifié les températures et clairement je n'avais pas du tout le matos fait pour, surtout pour résister à des températures négatives pendant la nuit. Jour numéro 2 et je peux vous dire que là le réveil il a vraiment piqué parce qu'il a fait encore plus froid que l'année dernière et en plus il pleuvait. On peut effectivement voir qu'il faisait vraiment très froid parce que dans les montagnes là derrière en fait il y a de la neige et il n'y avait pas de neige hier, donc ça veut dire qu'il a neigé et ça veut dire qu'il faisait encore plus froid. Voilà, je me répète mais vraiment je me suis pelé les miches comme Jaja. Plus on progressait dans ce pèlerinage, plus je sentais que mon corps m'abandonnait, clairement. Il me disait « Meuf, tu fais des trucs trop bizarres, arrête, moi je ne veux plus taffer pour toi ». Et c'était dû à cause du froid, mais c'était aussi dû à un détail qui était très important, à savoir mon némésis, les marches. Si jamais vous allez faire de la randonnée au Japon, sachez que la majorité du temps ce sont des escaliers, tout le temps des escaliers. Et moi personnellement, mon dos le supporte assez mal, du coup c'est un petit peu saoulant j'avoue, mais vaut mieux être prévenu, enfin moi je le savais, donc je savais dans quoi je m'embarquais. Mais voilà, donc si jamais vous avez des problèmes de genoux, de dos, tout ça, essayez d'avoir un sac à dos le plus léger possible, pas comme le mien qui est une montagne, voilà. I'm carrying a fridge. Et c'est un peu chiant, j'avoue, surtout au début quand on le sait pas et qu'on arrive dans un trap comme ça, on a genre 1 heure de marche avec que des escaliers, ça peut être vite saoulant à la longue. Donc voilà, vous êtes désormais prévenus. Je souffrais donc à monter des marches tous les jours et les seuls moments de répit étaient lors des repas où j'essayais tant bien que mal de me préparer quelque chose de correct pour essayer de me remonter le moral. Parce que oui, moi je fais partie des gens pour qui bien manger c'est un des plaisirs les plus primordiaux de ma vie et si je mange mal, je suis pas contente. Et après avoir bravé le froid, la faim, la pluie, les marches, nous sommes enfin arrivés au bout du 3e jour dans le temple du Kumano Kodo Hongu Taisha, qui est le point convergent d'une grande partie des routes du Kumano Kodo. C'est donc un peu l'un des points les plus importants à atteindre et j'étais tellement contente d'y arriver. Nous sommes enfin arrivés au temple du milieu, donc à savoir le temple qui correspond à celui de Celebi qui est beaucoup plus grand que celui dans le jeu, mais qui est juste trop bien. Après moi je le trouve merveilleux parce qu'on a marché pendant 3 jours pour y arriver, donc forcément je trouve ça fantastique, sinon le contraire sera un peu triste, mais vous vous me direz ce que vous en pensez, mais il est quand même vraiment très beau et je suis hyper contente et hyper fière d'être arrivée à cet endroit là vraiment. Donc là on arrive devant le magnifique temple et vous allez pouvoir voir des images et tout. Je suis fatiguée putain, j'ai faim. J'ai envie d'aller me laver, voilà, je ne rêve que de ça actuellement. Alors là, il faut que j'explique 2 ou 3 trucs avant de continuer à vous raconter mon périple. Donc, revenons au jeu Pokémon. Dans le bois aux chênes, l'élément qui est intriguant est le temple accessible après l'utilisation de la CS Coupe. Ce temple renferme le Pokémon légendaire Celebi, gardien des forêts. Et ce fameux temple a pour moi plusieurs possibilités quant à sa localisation. Déjà, il pourrait représenter le Kumano Hongshu Taisha, présent au centre des routes de pèlerinage, car c'est un temple important pour la région. Il forme avec 2 autres sanctuaires le complexe sacré du Kumano Sanzan, qui sont tous les 3 d'ailleurs ces temples inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je crois
Oui voilà, derrière moi ici là, il y a le plus grand tori que j'ai jamais vu quasiment. Il est vraiment magnifique, il est tout beau, c'est vraiment un truc de fou. Je suis assez choquée. Et au petit matin comme ça, parce que là il est 8h, c'est juste un régal parce qu'il n'y a absolument personne. Donc voilà. Puis la campagne environnante est d'une beauté les gars. Franchement je suis soufflée là, vraiment venir ici au moins ça valait le coup. Après bien sûr bon, si jamais vous avez la flemme d'escalader tout ça, vous pouvez très bien tricher et prendre un bus pour venir visiter cette ville. C'est quasiment possible. Enfin c'est complètement possible, pas quasiment. Excusez-moi, c'est le matin. Au départ, je vous dis que c'est un des plus grands torii que j'ai vu de ma vie. Et pour cause, c'est le plus grand qui existe au Japon. Donc ce temple et ce torii pourraient avoir influencé la localisation de Celebi dans cette forêt. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas ma seule hypothèse. En effet, tout au long de ce pèlerinage, j'ai été amenée à croiser de nombreux temples, qui sont tous évidemment de taille beaucoup plus réduite que celui que j'ai présenté précédemment. Mais ce sont des temples qui ont indéniablement beaucoup de charme, car ils sont perdus au milieu de la forêt, et ce sont des tout petits temples où l'on vient simplement remercier les kami de nous guider et nous donner la force de finir ce pèlerinage. Et enfin, j'ai une troisième hypothèse un petit peu farfelue. Et pour ça, il faut encore que je digresse, mais vraiment un tout petit peu. En gros, au Japon, il y a un délire autour de la collection. Et la collection de tout et n'importe quoi. Ça peut aller des cartes, des gâchapons, des livres, et de tous les bidules possiblement achetables ou trouvables. Tout est prétexte à la collection. Mais il en existe un type qui est assez particulier. C'est la collection de tampons. Et là, je parle pas de protection hygiénique, mais bien de véritables tampons. Ceux-ci sont présents dans un maximum de lieux au Japon, comme par exemple dans des temples, dans des musées, ce genre de choses, des onsen, et permettent de signifier que vous êtes bien allé physiquement dans ces lieux. Par exemple, si vous allez dans la ville de Tokyo, sachez qu'à chaque arrêt de métro, de JR, tout ça, eh bien il y a un tampon qui est disponible. Donc vous imaginez le nombre de tampons qu'il est possible de collecter. Et d'ailleurs, petit fun fact, j'ai aussi appris qu'en Corée du Sud, c'est un truc qui se fait beaucoup. Voilà, comme ça vous pouvez vous la péter en société en disant « Oh alors oui, il y a des tampons au Japon, c'est vrai dans toutes les gares, mais il y en a aussi en Corée du Sud. » Voilà. Et figurez-vous donc que lors du pèlerinage du Kumano-Kodo, il y a tout le long du chemin différents tampons à collecter pour bien signifier et prouver que vous avez accompli tout votre trajet. Et pour prendre ces tampons, il y a des espèces de petites cabanes en bois dans lesquelles vous pouvez récupérer le matos nécessaire, à savoir le moule pour faire votre tampon et de l'encre. Mais en vrai, c'est pas vraiment possible de dire quel temple et quoi réellement est la chose qui a inspiré les créateurs, la chose unique pour pouvoir se décider, tiens, on va mettre un temple dans le bois au chêne. En fait, je pense que c'est tout simplement l'ambiance de ces lieux et de ce pèlerinage qui en sont la raison. Mais il y a quand même un détail bien précis que je pourrais expliquer et c'est à propos d'Albert. Attention, là c'est le moment de la vidéo où on va repartir à l'endroit où je vous avais dit, attention, concentrez-vous, on en reparlera plus tard, et donc attention, c'est maintenant, parce que là je vais vous partager une théorie qui est peut-être un petit peu fumeuse, mais en tout cas c'est ma théorie, donc voilà, je suis ravie de vous la partager. Regardez mon t-shirt Otaria comme il est beau, regardez comme il est beau, il est trop stylé. Bref, on va maintenant, enfin je vais maintenant, pas on, vous ne faites rien, vous êtes juste passif à regarder ma vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous pouvez liker, mettre un petit commentaire, voilà, j'ai vu que c'était un petit peu la mode en ce moment sur YouTube de dire ça en milieu de vidéo. Enfin en tout cas ça c'est ce que font les gens de la Redbox. Donc maintenant je m'y applique, allez-y, mettez des commentaires. D'habitude je ne le dis jamais mais s'il vous plaît faites-le. Bref, du coup je me suis perdue dans ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais? Évidemment je vous racontais qu'il fallait revenir à l'instant que je vous ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo en vous précisant que je vous expliquerai ça plus tard. Et ben le plus tard c'est maintenant, voilà, le futur c'est maintenant. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Albert est un champion d'arène de type vol. Est-ce que vous êtes excité par cette annonce? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, le Kumano-Kodo était un lieu de pèlerinage important, qui est d'ailleurs jumelé avec le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce Kumano-Kodo permettait de lier la préfecture de Wakayama et tous ses temples avec les anciennes capitales, à savoir Nara et Kyoto. Nara, qui je le rappelle, est Mauville, où se trouve la première arène du jeu avec Albert. Et donc logiquement le premier champion d'arène de Johto, et celui-ci est spécialiste du type vol. Car le Kumano-Kodo a pour emblème un corbeau à 3 pattes. Alors même si ce corbeau n'est pas propre au Japon car il est présent dans de nombreuses régions d'Asie, il a quand même été importé au soleil levant par la Chine, qui voit en cette créature mythologique un lien direct avec le soleil. Et ce corbeau à 3 pattes est l'emblème du Kumano-Kodo, mais c'est aussi l'emblème de l'équipe de foot nationale du Japon, car c'est un symbole très fort qui représente la nation du soleil levant. Alors ça c'était vraiment une petite théorie que je vous offre comme ça, gratuit, cadeau. Et si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous demandez là, à l'heure actuelle,
spirituel. Attends, mais là t'étais donc au milieu de ton pèlerinage. Comment est-ce que la fin de ton pèlerinage s'est passée? Oh bah c'est très simple, hein. Laissez-moi vous montrer quelques images et vous allez très vite comprendre à quel point c'était encore une fois du grand n'importe quoi. Des fois l'aventure c'est vraiment de la merde. Voilà, donc là ça fait 3 jours qu'on marche, on a vu le temple de Célébi, tout ça c'était très beau. Mais évidemment quand on est arrivé c'était fermé parce qu'on a mis toute la journée pour marcher pour y arriver. Donc forcément il était 17h, donc forcément le temple fermait ses portes. Donc on n'a pas eu le temps de prendre toutes les photos et tout qu'on voulait. Ensuite il y avait un magnifique torii, j'ai pu l'apercevoir juste 5 minutes. Mais pareil, il a commencé à faire nuit, du coup on n'a pas pu en profiter. Enfin bref, je suis assez saoulée, voilà. Mais j'ai pas envie de me plaindre dans cette vidéo, mais c'est quand même difficile. Et là en fait ça fait 3 nuits qu'on passe ça dans une tente. Et moi j'avoue j'ai trop froid dans ma tente, c'est horrible. En même temps c'est de ma faute, j'aurais dû mieux prévoir. Mais je pensais pas qu'il ferait cette température là. Surtout je pensais pas qu'il pleuverait autant. Du coup j'ai froid, j'ai faim, j'en ai marre, genre j'en ai ras le cul. Vraiment j'en ai ras le cul. Si c'était, franchement, si c'était que ça tenait qu'à moi, je me serais cassée. Mais comme je suis avec ma pote allemande, bah du coup elle ne veut pas abandonner. C'est un peu une warrior de la tête, vous savez, c'est le genre de personne qui ne dit jamais bah c'est bon, ça suffit, on en a fait assez. Non non, c'est le genre de personne qui continue. Donc là on va continuer. Ce soir on va peut-être dormir dans des toilettes publiques. J'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment ras-le-bol. Là je voudrais juste payer pour un hôtel, mais ils sont tous complets, donc je n'ai pas le choix. Voilà. Cimer la fougère. Donc oui, j'étais pas très heureuse après 3 heures de marche à dormir dans le froid et sans douche. Et le truc qui m'a vraiment, mais alors vraiment achevé, c'est que oui, on a vraiment dormi dans des toilettes publiques. On était là comme 2 crevardes à mettre notre tapis de sol dans des toilettes pour handicapés. Et franchement, mais je vais vous le dire, hein, moi je me sentais pas du tout bien de faire ça. Parce que j'avais qu'une peur, c'était qu'on nous repère. Et ensuite, je trouvais ça pas du tout intègre de dormir sur le sol de toilettes publiques. Et ben, c'était clairement pas par plaisir, vous l'avez compris. Mais c'est juste qu'il y avait aucun endroit où on était autorisé à planter notre tente dans la ville. Et c'est surtout qu'il prévoyait moins 3 degrés pour la nuit. Et que clairement, mais j'avais pas du tout le matos nécessaire comme vous avez pu le comprendre. Et après cette aventure dans les toilettes, j'ai tenu pendant 2 jours de marche, mais je suis vraiment arrivée à un point de non-retour et de saturation physique et mentale, et donc j'ai pris une grande décision hyper importante. Bon, comme vous voyez, je suis à un arrêt de bus. Pourquoi? Parce que je me casse. Voilà, ça fait des jours que je marche, que j'ai faim, que j'ai froid, que je pue la mort. Là vraiment on a atteint un stade, en gros ça fait genre depuis le début de mon voyage, donc à peu près 6 jours que je me suis pas lavée. C'est une horreur. Mon pull jaune là, enfin vous le voyez pas, mais du coup il est en dessous, il sent une odeur de cadavre. Je n'en peux plus, je suis une clocharde un petit peu, voilà. Et puis après avoir dormi sur le sol des toilettes d'handicapés, dormi aussi sur le sol près d'une maison, genre pour s'abriter. Voilà, là je pense qu'on a vraiment atteint des sommets dans la décadence, et il faut que je retrouve un petit peu de vie humaine. Donc la dernière partie de ce voyage, en plus qui est la plus difficile, je ne la fais pas. Je vais prendre le bus, voilà, shame on me, je sais. Et là je suis désespérément en train d'attendre un bus, mais c'est genre un bus de campagne, du coup comme vous pouvez le constater, je suis au milieu de rien du tout, voilà, et j'attends mon petit bus, c'est génial. Et je me dis des fois que des vidéos ça me fait faire n'importe quoi, vraiment, du grand n'importe quoi. Qui aurait prédit que dans un avenir certain j'allais faire un pèlerinage avec une meuf que j'ai rencontrée il y a 1 mois, que ça allait relativement bien se passer, et que j'allais me retrouver comme ça en pleine nature japonaise. J'ai donc pris un petit bus pépère qui m'a guidée jusqu'à Shingu. Là, il pleuvait des cordes, et par le plus grand des miracles, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené en voiture de Shingu jusqu'à la ville de Shirahama. Alors, je ne vous raconterai pas ce passage de l'aventure dans cette vidéo, mais par contre, vous pouvez la regarder sur une vidéo qui sera une vidéo bonus disponible sur mon compte Instagram, où je vous raconterai comment est-ce qu'en fait je me suis fait prendre en stop pour aller jusqu'à Shirahama, parce que c'est vraiment une histoire un petit peu fofolle, voilà. Donc vous avez le lien en description, ou sinon ça s'affiche sur l'écran quelque part. Moi du montage l'affichera à un endroit bien précis. Et pourquoi est-ce que je voulais aller à Shirahama? Eh bien parce que Shirahama, évidemment, ça avait un lien avec Pokémon, voilà, encore une fois, on y revient toujours. Parce que oui, dans la ville d'Ecorcia, j'ai pu expliquer la présence de tous les bâtiments, mais je n'ai pas parlé des éléments présents dans les routes environnantes de cette ville. Et pour moi, il y en a 2 qui ressortent vraiment, à savoir la grotte Ramolos et les caves jumelles. Alors, les caves jumelles sont clairement dues à la présence de montagnes dans la préfecture de Wakayama. Mais il y a un détail intriguant pour moi là-dedans, c'est le fait que ça soit le lieu d'apparition de l'eau classe au niveau du 2e sous-sol. Et c'est pour ça que je suis allée à Shirahama, pour visiter un lieu très particulier au Japon, la grotte de
Sandonbeki. Selon la légende, cette grotte aurait été découverte et utilisée comme base secrète par des pirates. Mais à l'heure actuelle, c'est juste un lieu touristique où on peut néanmoins aller prier Benzaiten, qui est une déesse bouddhiste japonaise et hindoue, qui est considérée en partie comme la déesse de la mer. Même si en vrai, elle est plus que ça, car elle s'occupe plutôt de tout ce qui pourrait être flou, comme l'air, les mots, le savoir, la musique. Donc ici, on a bien un lien avec la mer, les golfes clairs. Et ça pourrait avoir une répercussion dans deux endroits dans Pokémon, à savoir la cave Ramolos ou les caves jumelles. Pour moi, cette grotte de Sandonbeki aurait joué un rôle sur la présence de l'Oclas. En effet, la déesse dont je viens de vous parler est en lien avec l'eau, mais aussi avec l'intelligence et le chant. Et ce sont deux caractéristiques communes avec l'Oclas, bien plus qu'avec un Ramolos. Alors malheureusement, j'ai pas d'explication sur ce qui aurait pu influencer la présence de la cave Ramolos, mais si jamais vous avez des petites idées, dites-le moi. J'ai peut-être pu rater un élément en fait, c'est très certainement possible, donc si jamais vous avez des idées, des théories et tout, balancez, je veux lire vos avis. Même si je n'ai pas de piste pour savoir ce qui aurait pu inspirer la création de la grotte Ramolos, cela n'enlève en rien à la saveur de mes souvenirs. Les deux expériences que j'ai vécues pour préparer ces vidéos restent gravées dans ma mémoire. D'un côté, j'ai découvert une ville que j'apprécie beaucoup, et de l'autre, j'ai été tester les limites de mon corps et de mon esprit. Et ça, je peux vous dire que j'en suis extrêmement fière. Tout autant que je suis fière de continuer à alimenter cette chaîne depuis 3 ans maintenant. Merci donc d'être là pour suivre mes aventures et préparez-vous à du lourd pour la prochaine fois, parce qu'on va se mettre en route pour 2 énormes villes très importantes dans le Kansai. Il est pas genre grave cool, franchement j'aime trop, regardez, il est tout simple. J'aime tellement, il est trop stylé, j'ai acheté en Corée du Sud, il est trop beau, j'ai aussi un Pikachu dans le même délire. Mais vraiment, Otaria, j'étais trop contente. En plus, c'est pas forcément un Pokémon qu'on voit souvent. Regardez-le, il est trop mignon, je suis trop heureuse.